Chers amis du Congo-Brazzaville, démocrates africains, les amis du monde entier, démocrates du monde entier, nous voudrons ici vous dire bonjour. Et nous sommes bien le dimanche 25 juin 2017 et nous sommes à Toronto au Canada. Mais comme on vous l'avait annoncé hier, nous devrions faire nos analyses sur l'interview que Denis Sassou Nguesso venait de passer sur l'émission si vous nous dites toute la vérité, notamment une émission de TV5 Monde réalisée par Denise Epoté. Bien, les démocrates du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, les amis africains, américains, canadiens, européens, comme vous venez de voir dans l'interview réalisée par Sassou Nguesso, dans ses propos, Denis Sassou Nguesso a manqué là encore une autre opportunité qui pouvait le permettre d'essayer de rassembler le peuple congolais et d'essayer d'apaiser les tensions et la crise qui est en train de sévir notre pays, le Congo-Brazzaville. Bon, aussi nous voulons, avant de plonger dans la profondeur de notre décryptage, féliciter tous les médias du monde entier qui s'intéressent à la crise qui est en train de frapper le Congo-Brazzaville, surtout la crise humanitaire qui est en cours, et aussi le génocide en cours dans le département de Poul au Congo-Brazzaville. Dans l'interview réalisée par Sassou Nguesso, il a commencé par citer trois choses. Il a parlé de la paix, la démocratie, le développement étaient les éléments principaux de son action politique. Et c'est ce que Sassou venait de dire. Mais quand nous essayons de voir le bilan de paix, de démocratie et de développement du Congo, sous le régime Sassou Nguesso, ce bilan, il est nul. Sassou Nguesso a pris le pouvoir au Congo-Brazzaville pour la première fois en 1979. Et qu'est-ce que nous avions vu de la prise du pouvoir de Sassou Nguesso de 1979 jusqu'à la conférence nationale souveraine de 1991-92. Toutes les entreprises qui existaient au Congo, on peut les citer. On peut citer Ofnacom, on peut citer Bata, on peut citer Lamab, on peut citer Sovenco, on peut citer, il y en a plusieurs. On peut citer Ulka. Plein d'entreprises. Toutes les entreprises n'ont plus jamais existé. Vous voyez? Donc, le Congo qui, autrefois, était un pays, on peut dire, industrialisé par le président Massamba Deba, et donc Marion Ngouabi qui avait donc pris la relève en construisant quelques entreprises au Congo, toutes ces entreprises n'existent plus. Aujourd'hui, nous voyons par exemple le cas de la cimenterie de l'OTT qu'on appelait Sidolou. Cette entreprise aussi n'existe pas. Donc, le bilan économique de Sassou Nguesso de 1979 jusqu'en 1992, il est nul parce que Sassou n'a généré aucun emploi. L'unique emploi que Sassou Nguesso a généré, c'est le recrutement des jeunes militaires. Vous voyez? Pourquoi Sassou Nguesso a préféré recruter dans l'armée? Parce que Sassou Nguesso a toujours dans ses idées, il a toujours pensé que seule la force militaire qui le maintiendrait au pouvoir. Donc, de ce faire, il faut donc essayer de renflouer les forces armées congolaises. Mais quand nous essayons encore de voir le recrutement réalisé par Denis Sassou Nguesso, c'était un recrutement purement ethnique, c'est-à-dire centralisé sur les populations du Nord, éventuellement de l'ethnie Mboshi, parce que à travers ce recrutement, il va se rassurer d'avoir un certain contrôle au niveau de l'armée congolaise, aussi un certain contrôle au niveau de toutes les structures qui assurent la sécurité du pays. Donc, le recrutement réalisé par Denis Sassou Nguesso est un recrutement purement stratégique qui devait donc le permettre de se maintenir au pouvoir. Et donc, si nous essayons de voir du point de vue niveau emploi, quasiment toutes les grandes compagnies n'existent plus. Donc, on est parti d'un taux de chômage très élevé.
Ça, c'est le bilan économique du point de vue Sassou Nguesso. Mais en dehors de ça, il est venu avec un certain nombre de plans, des projets qu'il appelait des projets de société, qui devaient donc le permettre de construire le Congo. Mais tous ces projets ont brillamment échoué. Il a parlé de l'autosuffisance alimentaire jusqu'en l'an 2000. Ça a été un fiasco, un chaos. Le Congo n'a jamais été autosuffisant. Tout ce que le Congo consomme aujourd'hui vient de l'extérieur. Et si nous essayons de voir, mais par contre, dans ces projets, il y a eu des milliards et des milliards de dollars qui ont été investis dans ces programmes-là. Mais nous savons tous qu'ils ont utilisé ce programme pour pouvoir piller le peuple congolais, piller les fonds du patrimoine du peuple congolais. Prenons un deuxième plan, que lui il a intitulé le plan quinquennal. C'était un bon projet qui consistait de reconstruire le Congo en essayant de construire les routes, construire les immeubles, essayer d'apporter des vraies infrastructures pour le développement. Tout ça, nous le savons. Aujourd'hui, le Congo est un pays où il n'y a pas de route. Les ponts n'existent plus. Par exemple, prenons le cas de Muyonzi, le pont de Muyonzi qui s'était fracturé. Ce pont n'a jamais été reconstruit. Vous voyez? Donc, c'est des projets comme ça que, avec la manne pétrolière, ce gouvernement de Sassou à l'époque a injecté des milliards et des milliards de dollars. En fin de compte, rien n'a été effectué. Si nous essayons de voir le bilan de santé, du point de vue santé, du point de vue éducation, l'école aujourd'hui au Congo est quasiment inexistante. L'université Maringouabi est présentement en grève. Les étudiants sont dans des conditions d'études désastreuses. Et nous savons aussi les écoles primaires, collégiales et aussi les lycées manquent quasiment de tout. Il manque des tables bancs, il manque des vraies conditions d'études au Congo. Donc c'est un bilan aussi, nous pouvons dire que c'est un bilan qui a échoué sur ce plan. Donc, quand nous essayons de voir le bilan de santé, l'exemple le plus frappant, c'est celui du CHU que nous parlons présentement. Nous savons tous que le centre hospitalier universitaire de Brazzaville ne procède plus à des interventions chirurgicales par manque des équipements fiables pour pouvoir stériliser le matériel. Et nous connaissons tous aussi cette fameuse lettre ouverte que la directrice du CHU a envoyée à Sassou Nguesso, là où elle a dénoncé la magouille, le pillage, le vol systématique. Donc nous pouvons dire que Sassou Nguesso a échoué sur tous ses plans. Maintenant, si nous parlons de paix et de démocratie, la démocratie était arrivée au Congo pendant la conférence nationale. Et après la conférence nationale, nous avions fait une preuve là des hommes intelligents, un pays intègre, un pays intelligent. On est parti avec une conférence nationale souveraine. On est arrivé même à pardonner tous les actes que Sassou Nguesso a fait de ce pays-là. Et quand nous parlons des actes, nous parlons des crimes économiques et des crimes de sang que Sassou Nguesso a commis dans ce pays. Tout ça a été pardonné lors de la conférence nationale souveraine. Nous avions élu un président qui, malheureusement, est quasiment arrivé en termes de son mandat. Il a confronté plusieurs problèmes. Maintenant, quand Denis Sassou Nguesso parle que ce pays a connu des violences pendant 10 ans de la période de 1990 jusqu'en 2000. Mais je vais essayer ici de ramener Sassou à vouloir comprendre une chose. Si Sassou a une mémoire courte, je vais lui le rappeler. Vous vous souvenez de l'alliance MCCDI, le parti de Bernard Kolela, l'URDPCT. Ce bloc qui s'était formé après l'élection de président Pascal Lissouba. Ce bloc avait un objectif. Les directives ont été données par Denis Sassou Nguesso de détruire coûte que coûte le mandat de président Pascal Lissouba. Et nous avions donc vu cette fameuse crise que le Congo avait générée en 1993, notamment Sassou Nguesso, dans ses techniques maléfiques, il a essayé de jouer, d'opposer les Congolais du Sud entre eux, notamment les gens de Bernard Kolela, qui se sont opposés avec les gens de président Pascal Lissouba. Donc il y a eu des affrontements. Mais ça a été attissé par Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a oublié que c'est lui qui a armé Bernard Kolela pour que Bernard Kolela s'attaque aux autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Bernard Kolela avait donc compris le jeu. Au dernier moment, il s'est ressaisi. Il a compris que Sassou Nguesso était le manipulateur. Maintenant, si nous parlons de 1997, tous nous savons qu'est-ce qui s'était passé en 1997. Donc, ici, nous voulons rappeler à Denis Sassou Nguesso qui n'est pas l'homme de paix, l'homme de démocratie, l'homme de développement dont il est en train de se battre la poitrine
en 1997, il n'y a jamais eu de guerre civile au Congo, il faut le dire. Parce que ce qui s'est passé en 1997, c'était un coup d'État militaire de Denis Sassou Nguesso. Ce coup d'État militaire a entraîné la mort de plus de 800 000 Congolais. Les experts parlent de 400 000, mais nous, d'après nos investigations, nous nous rendons compte que c'est plus de 800 000. Donc, quand Denis Sassou Nguesso parle d'une guerre civile, il n'y a jamais eu de guerre civile. Il faut plutôt dire la guerre que lui, il a provoquée, que Sassou Nguesso a provoquée. Hein? Donc, c'est une façon de dire que ce que Sassou Nguesso nous présente sur le plateau de TV5 Monde, c'est un gâteau empoisonné. Et d'ailleurs, nous nous interrogeons même de la légitimité de ce genre d'interview, parce que nous ne savons pas quelles sont réellement les intentions de ces médias, de ces grands médias, qui courent à Brazzaville pour aller passer 15 minutes d'interview à Denis Sassou Nguesso, mais par contre, ces mêmes médias n'arrivent pas à aller prendre, si vous voyez, la vie d'un certain nombre de leaders politiques sur place, sur le terrain. Nous pensons que ce genre d'interview, quand on le fait, si vous prenez les opinions de ceux qui sont au pouvoir, on devait aussi prendre l'opinion de ceux qui sont de l'autre côté pour essayer de comparer et de le présenter sur le plateau du monde entier pour que les auditeurs essaient de regarder, essaient de faire les analyses eux-mêmes. Vous voyez? Donc, sur ce plan, nous pouvons dire que Denis Sassou Nguesso a échoué sur tous les plans. Maintenant, quand il part de Ntoumi qui s'était déjà fait illustrer, mais ce qui revient à dire que le camp ici, c'est Denis Sassou Nguesso. Parce que si il pense que Ntoumi s'était déjà fait illustrer par des actes qui ne sont pas des actes de paix, des actes de violence, mais Denis Sassou Nguesso a bien travaillé avec Ntoumi. Hein, jusqu'au 4 avril, où Ntoumi s'est décidé donc de s'opposer à les idéologies de Denis Sassou Nguesso qui consistent de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Vous voyez? Donc, Ntoumi qui prend donc cette décision de dire qu'il ne peut plus continuer à supporter un homme qui ne fait que briser les règles en cours de match, aujourd'hui, Ntoumi devient le mauvais. Ce qui est curieux, chers compatriotes, et démocrates du monde entier, tous ceux qui nous suivent, nous voulons ici vous présenter un fait que ça a été toujours la faute des autres. Sassou Nguesso a toujours raison. C'est ce qu'il veut venir nous expliquer ici. Ça a toujours été la faute des autres. Quand il a assassiné Mario Ngouabi, non, c'était pas la faute, c'est toujours la faute des autres. Quand il a assassiné le journaliste Osebi, ça a toujours été la faute des autres. Quand il a massacré à Doha, ça a toujours été les autres. Et quand ces armes qu'il a amassées autour de Mpila, qui ont entraîné la mort de milliers de Congolais, qui sont aujourd'hui des enfants qui sont devenus des orphelins de père et de mère, des familles qui ont tout perdu. Ça a toujours été la faute des autres. Lui, Sassou, il est toujours l'homme parfait. Vous voyez, chers compatriotes, quand nous sommes arrivés au référendum, une constitution que lui-même il a mis en place, et qu'il a voulu modifier les règles pour essayer d'imposer des choses aux Congolais, ça a toujours été la faute des Congolais. Lui, il a toujours été un homme parfait. C'est vraiment regrettable. Et encore, et si nous essayons de voir la crise du pool, aujourd'hui, ça a toujours été la faute des autres, donc c'est la faute de Ntoumi. Mais par contre, c'est lui qui est allé attaquer Ntoumi, vous voyez, chers compatriotes. Donc c'est une façon de vous dire que Denis Sassou Nguesso demeure le manipulateur, l'homme le plus dangereux au Congo-Brazzaville, l'homme le plus dangereux au niveau de la sous-région. Maintenant, nous, en tant que société civile, si j'essaie de prendre Sassou Nguesso par ses propres mots, il avait dit, quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Donc nous comprenons ici, si Sassou Nguesso qui se dit que la paix, la démocratie, le développement a été toujours les éléments principaux de son pouvoir, de son axe politique, nous comprenons que son discours qu'il a prononcé que quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Finalement, nous nous rendons compte qu'il n'est pas démocrate parce qu'il a mis en place une Constitution et il s'est permis de violer cette Constitution et de vouloir s'imposer au pouvoir au Congo-Brazzaville. Et malheureusement, quand il viole la Constitution, nous qui sommes les démocrates, nous qui sommes de la société civile, quand nous nous levons, nous devenons des éléments dangereux, nous devenons
des rebelles, nous devenons des terroristes, comme d'ailleurs le cas qu'il est en train de traiter pour le révérend pasteur Ntoumi. Vous voyez? Maintenant, quand il parle de l'élection du 16 juillet 2017, donc des élections législatives, démocrate du monde entier, c'est une façon de vous dire que nous avons vu en Sassou Nguesso ici, dans cette interview, il n'a aucune possibilité, si nous pouvons le dire, il n'a pas d'envie de vouloir ramener les Congolais sur une table de négociation ou de discussion. C'est-à-dire, la posture de Denis Sassou Nguesso, il s'est dit qu'il est le roi du Congo. Donc ce qu'il dit demeure éternel. Ce qu'il dit, personne ne peut le changer. Sa position est restée comme ça, il ne doit pas changer de position. Donc, le chien aboie, la caravane continue de passer. Ça a été toujours le fondement de Denis Sassou Nguesso. Le fond des pensées de Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, quand il parle qu'il a eu un dialogue à Ouesso, c'est vraiment regrettable, puisque nous savons que, avant même qu'il parle de ce dialogue, avant qu'on aille à cette crise, qu'on rentre intérieurement dans cette crise, il y a eu un dialogue qui s'est passé à Sibiti, dont le parti de révérend pasteur Ntoumi avait même participé. Vous voyez? Mais qu'est-ce que ce dialogue-là nous a ramené? Ça nous a ramené la crise actuelle que nous sommes en train de vivre. Vous voyez, chers compatriotes. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso et son PCT ont déjà un cahier de charge bien déterminé. Ils doivent se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Ils doivent imposer aux autres leur ligne de conduite. Et c'est ça les conséquences de ce que nous sommes en train de voir. Et encore, le fameux dialogue dont il parle, que nous pouvons mettre ici entre guillemets, nous savons tous ce qui s'est passé à ce dialogue. C'était même pas un dialogue, c'était une concertation des partis proches du pouvoir de Brazzaville qui se sont regroupés à Ouesso pour essayer de tracer les lignes des législatives. Aujourd'hui, nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a que les partis qui sont proches du Parti congolais du travail et aussi les partis qui sont rattachés aux parents de Denis Sassou Nguesso. Donc, puisque nous savons que chaque fils ou fille de Denis Sassou Nguesso a un parti spécifique, donc les candidats sont déjà choisis. Et comme on va encore vous le rappeler, au Congo, il n'y a jamais eu d'élection. Hein? Les députés sont nommés par Denis Sassou Nguesso, sont nommés par les fils de Sassou Nguesso, sont nommés par tous ceux qui sont proches de Sassou Nguesso. L'élection au Congo a été toujours une mascarade. La preuve en est, nous sommes partis à l'élection présidentielle, nous savons tous les résultats. Sassou Nguesso qui avait eu 8%, éliminé dès le premier tour, il s'est autoproclamé président élu dès le premier tour et il a parlé d'un coup KO. Et nous savons aujourd'hui où nous sommes avec ces fraudes électorales au Congo-Brazzaville. Donc c'est une façon de vous dire, quand il parle de l'engouement, mais il s'agit de l'engouement de la jeunesse qui sont liés au Parti congolais du travail, aux partis périphériques autour du Parti congolais du travail, aux jeunes qui sont liés, attachés à cette famille et qui vont donc se présenter, comme on vous l'avait déjà dit lors de nos vidéos précédentes, que les frais pour devenir député au Congo, les frais de traitement de dossier, est parti de 100 000 à 1 500 000 francs CFA. Vous voyez? Donc, ce n'est pas à n'importe quel jeune qui va donc essayer, dans cette crise économique, dans cette apocalypse économique, qui est en train d'entraîner le Congo dans cette difficulté, qui aura ce courage d'aller investir ces petites économies de 1 500 000 francs CFA pour être député, puisqu'il sait déjà que les députés sont déjà nommés. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, et aussi, ce n'est pas à n'importe quel jeune Congolais qui peut avoir la potentialité de débourser 1 500 000 francs CFA. Vous voyez, chers compatriotes. C'est une façon de vous dire que seuls ceux qui sont financés par le Parti congolais du travail, ceux qui sont financés par le fils de Denis Sassou Nguesso, bien sûr financés avec des fonds provenant du contribuable congolais. Vous voyez que ces jeunes-là seront donc capables d'aller donc déposer les candidatures pour être des députés, mais aussi il faut savoir que la candidature doit être approuvée et aussi nous savons aussi que la sélection elle est déjà faite. Vous voyez, donc c'est une façon de vous dire que l'engouement dont nous parle Denis Sassou Nguesso, c'est une façon d'essayer de se rattraper devant la communauté internationale pour pouvoir essayer de montrer une certaine image
que Sassou Nguesso contrôle la situation du Congo-Brazzaville, alors il ne le contrôle pas, hein, il faut le dire. Que Sassou Nguesso est capable de ramener le Congo vers un changement, alors il est incapable de le faire. Voilà un peu sur le point de vue des élections. Maintenant, quand tu nous parles de l'opposition radicale, donc, donc, dans le comportement de Denis Sassou Nguesso dans son langage, ça veut seulement dire qu'il n'y a pas une opposition radicale au Congo. Il essaie de classifier, de diviser l'opposition en deux, c'est-à-dire l'opposition modérée et l'opposition radicale. L'opposition modérée, c'est celle dont nous avions l'habitude de vous parler, notamment l'axe qui consiste à faire des conférences de presse, ceux-là qu'on donne les autorisations partout, qui réellement représentent une autre branche du Parti congolais du travail, de Denis Sassou Nguesso. C'est cette même branche qui avait refusé d'aller à l'élection présidentielle, alors que nous, le peuple congolais, on avait trouvé là une opportunité de pouvoir démontrer aux yeux du monde entier que Sassou ne pouvait pas plus être élu comme président au Congo-Brazzaville. Et c'est cette opposition, nous la voyons partout. Elle est montée au créneau, elle parle du boycott, elle parle de tout. Vous voyez, notamment, vous connaissez les trois dont je parle ici, notamment, je vais citer les noms, il s'agit de Mathias Nzan, de Christophe Mokweke et de Jean Itagi. Donc ceux-là, pour Sassou Nguesso, représentent l'opposition modérée, hein, c'est-à-dire que l'opposition qui s'aligne avec lui, l'opposition que Sassou Nguesso finance. Maintenant, l'opposition radicale, dont Sassou Nguesso est en train de mentionner, c'est nous, la société civile. Mais nous ne sommes pas l'opposition. Nous sommes une société civile qui a remarqué que la Constitution a été violée, et nous sommes donc les démocrates. Nous avions donc refusé d'accepter que la Constitution soit violée, et nous nous sommes levés. Et c'est cette façon que Sassou Nguesso parle d'une opposition radicale. Mais en réalité, la partie radicale au Congo, c'est bien Sassou Nguesso lui-même. Parce que Sassou Nguesso vit encore dans les pensées du passé. Hein, parce que Sassou Nguesso vit encore dans ce côté au temps de roi passé, c'est-à-dire c'est la force qui domine. Le discours n'a pas de valeur à la face de Sassou Nguesso. Vous voyez, donc le plus radical au Congo, c'est bien Denis Sassou Nguesso. Ce ne sont pas les autres qui sont des radicaux, comme il veut vouloir le montrer ici. Parce que les autres ont essayé de parler avec un langage de paix. Venez, on va discuter, on va essayer de remettre le pays sur des bases démocratiques, mais l'homme qui a toujours dit non, c'est Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso a toujours voulu imposer sa conduite et sa ligne à tenir. Voilà pourquoi il essaie de traiter les autres des radicaux. Les autres qui sont radicaux et deviennent des terroristes, alors qu'ils ne le sont pas. Le véritable radical ici, et le véritable criminel, le véritable terroriste au Congo-Brazzaville, ça a toujours été Sassou Nguesso. Parce que si nous essayons de voir, l'homme qui a commis la plus grande partie des crimes dans ce pays, ça a toujours été Sassou Nguesso. Prenons par exemple le petit cas de l'explosion de DC-10, de ITA. Nous savons tous ce qui s'était passé durant cette explosion. La bombe était rentrée à Brazzaville et nous savons qui était le commanditaire de ça. Donc c'est une façon de vous dire que Sassou Nguesso essaie de blanchir son visage en se présentant ce caractère de vouloir être l'homme d'État, alors il ne l'est pas. Il demeure un véritable criminel, un véritable assassin qui se cache dans la caricature de l'homme d'État qui ne l'est pas. Voilà. Maintenant, quand il parle que, ben voilà, s'ils refusent d'aller aux élections, c'est leur propre malheur. Donc, vous comprenez le langage de Denis Sassou Nguesso. Il parle de ceux qui n'iront pas à l'élection législative. Donc, ceux-là créeront leur propre malheur. Mais le malheur, il est déjà créé. Sassou l'a déjà créé. Ça fait plusieurs années qu'il a créé le malheur dans le Congo. Il a créé le malheur économique, là où il a brisé tout le système économique. Il a volé tous les fonds du patrimoine congolais. L'argent se retrouve dans les paradis fiscaux. Tous les médias internationaux en parlent. Tous les journaux du monde entier en parlent. Avec un système judiciaire frauduleux où seuls les dignitaires sont les grands maîtres du terrain au Congo-Brazzaville. Le cas, nous avons vu, le cas du colonel Mpika, dont les médias américains commencent à relever, commencent à vouloir parler. Nous voyons le Congrès américain qui s'est levé en évitant
que leur compatriote, qui est le colonel Mpika, puisse mourir dans la prison, comme un peu le jeune étudiant américain qui venait de mourir en Corée du Nord. Tous les membres du Congrès se sont levés, veulent maintenant que le colonel Mpika soit libéré, et les membres du Congrès américain reconnaissent que c'est un régime brutal, un régime violent, un régime criminel, qu'il faut donc forcément parler avec énergie pour pouvoir obtenir la libération du colonel Mpika. Vous voyez? Donc, aussi, si nous essayons de voir le rapport du département d'État américain sur les violations des droits de l'homme, nous savons que le Congo est un pays où l'indice de la démocratie et des libertés est très élevé, hein, parce que sur cette échelle, ça part de 0 à 10, et quand nous essayons de voir les pays où les libertés ne sont pas, le Congo aujourd'hui est quasiment entre 8 et 10. Donc c'est une façon de dire que le Congo demeure un pays dangereux sous le régime criminel de Denis Sassou Nguesso. Donc, pour tous ceux qui sont au Congo, donc notamment les Madame Onari, les Monsieur Boao, les Mirassa et tout ce monde, ça ne sert pas même d'aller à une pareille élection, parce que leur malheur est déjà fait. Le malheur est que on les restreint sur les mouvements, même s'ils partent à cette élection, on va leur empêcher d'aller rentrer à la campagne électorale, de se déplacer d'un point A à un point B pour faire la campagne. Donc c'est une façon de vous dire que Sassou veut essayer d'embellir son image en venant sur les médias internationaux et vouloir montrer qu'il contrôle la situation au niveau du Congo-Brazzaville. Maintenant, quand on nous parle de la Libye, c'est quand même curieux de voir que cette interview vient de parler de la Libye. Le colonel Kadhafi a été tué, Sassou Nguesso était là comme président de la République du Congo. À cette époque où le colonel Kadhafi a été assassiné, qu'est-ce que Sassou Nguesso avait dit? Ils n'ont rien dit. Ils sont allés faire un voyage de tourisme au Libye, mais ils n'ont rien apporté du bon. Hein? Qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Rien du tout. Le colonel Kadhafi s'est fait assassiner et nous avions vu Sassou Nguesso qui commence à se lever pour essayer de prétendre être médiateur de la Libye. C'est quand même curieux que cette question-là est arrivée. Au lieu plutôt même que Madame Denise Epoté parle de la République centrafricaine. Mais nous avions vu que on a sauté la question de la République centrafricaine, mais on est parti droit sur la Libye. C'est quand même curieux. Hein? Pour les démocrates du monde entier, pour ceux qui nous suivent, vous ne trouvez pas que c'est curieux? C'est très curieux. Parce que le plan de la Libye, on va vous le dire ici. Qu'est-ce que Sassou Nguesso cherchait pour vouloir être médiateur de la Libye? Son objectif de Sassou Nguesso, c'était de contrôler la sous-région, dans la sous-région de l'Afrique centrale. Donc, pour lui, la seule façon de contrôler la région de l'Afrique centrale, c'est d'enlever, si vous voulez, au pouvoir, enfin, les chefs d'État qui ont mis beaucoup de temps au pouvoir. Nous voyons des hommes comme Eduardo Santos, comme Idriss Déby du Tchad. Vous voyez, chers compatriotes. Mais non, Sassou Nguesso, sachant déjà que Eduardo Santos ne va plus se présenter comme président au Gabon, plutôt, excusez-moi, en Angola. Donc, le seul poids lourd qui reste en Afrique centrale, c'est Idriss Déby. Donc, pour Sassou Nguesso, s'il réussit à faire tomber Idriss Déby, ça veut seulement dire qu'il va demeurer le grand maître de la sous-région. Donc, l'objectif de Sassou, devenir médiateur en Libye, lui donnerait donc un certain contrôle de la frontière, parce que nous savons que le Tchad a une grande frontière avec la Libye. Donc, il allait donc contrôler la frontière au niveau du Tchad. Donc, éventuellement, permettre aux forces armées, notamment des gens qu'il va pouvoir recruter pour aller déstabiliser le pouvoir de Idriss Déby. C'est ça la vraie raison, chers compatriotes. C'est ça la vraie raison pour ceux qui essaient de comprendre la géopolitique de la sous-région, pour ceux qui essaient de regarder ce qui se passe au niveau de l'Afrique centrale, ils comprendront le grand message de Sassou Nguesso, parce que du point de vue l'axe Gabon, Sassou Nguesso contrôle Ali Bongo. Au point de vue Cameroun, il a une bonne collaboration avec Paul Biya. Donc pour Sassou Nguesso faire chuter Idriss Déby, en ayant donc ce titre de médiateur de la Libye, Sassou Nguesso utiliserait la frontière Tchad et Libye pour faire rentrer donc les forces armées pour aller déstabiliser Idriss Déby. Et une fois qu'il va déstabiliser Idriss Déby, il va donc contrôler la sous-région parce qu'il contrôle déjà la République centrafricaine. Vous voyez, ces compatriotes. Mais c'est quand même curieux que
Madame Denise Epopé n'a pas évoqué le cas de la Centrafrique, parce que Sassou Nguesso, nous l'avons déjà expliqué dans les jours passés, Sassou Nguesso utilise la République centrafricaine comme l'unique moyen de se maintenir au pouvoir au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Donc, notamment, il attise la violence, il attise la haine dans la République centrafricaine. Il est en même temps le financier du gouvernement centrafricain. Il est en même temps le financier de tous les groupes armés, que ce soit les anti-Balaka ou encore les autres groupes. C'est Sassou qui est le grand financier. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, quand les groupes s'affrontent, ça donc permet à la communauté internationale de vouloir essayer de chercher des solutions. Mais, comme c'est Sassou qui a le contrôle du dossier, on demande donc à Sassou Nguesso d'aller intervenir pour essayer d'apporter la force d'interposition. Mais en réalité, Sassou Nguesso demeure le pompier pyromane de la République centrafricaine. La preuve en est que nous avions vu, hein, nous avions publié il y a 2 jours de cela, je crois hier ou avant-hier, des photos hein, où il y a des manifestations en République centrafricaine, des manifestations pour qu'on puisse maintenir les 600 troupes, donc les casques bleus que les Nations Unies ont expulsés. Les casques bleus, non, les miliciens Cobra de Denis Sassou Nguesso qu'il avait envoyés en République centrafricaine. Donc là, c'est une façon encore de vous prouver la manipulation que Sassou Nguesso utilise dans la sous-région, la manipulation que Sassou Nguesso utilise en République centrafricaine, pour essayer de pousser les Centrafricains à dire non, nous ne voulons pas qu'on puisse expulser les gens qui ont commis des crimes dans leur pays, mais ils veulent le maintenir. C'est une façon de vous dire que c'est encore Sassou qui continue à manipuler. Et encore, sur la crise centrafricaine, il y a un jour, les accords ont été signés en Italie entre les groupes armés et le gouvernement centrafricain, et un jour après, des affrontements se sont déclenchés en République centrafricaine, entraînant la mort de des centaines de morts. Et dans la même fourchette, les Nations Unies annonçaient à Sassou Nguesso de récupérer tous ces cobras qu'il avait envoyés en République centrafricaine. Donc c'est une façon de vous dire que... Et puis, en plus, nous venons, le jour qui venait, c'est des manifestations en République centrafricaine pour le maintien des troupes de Denis Sassou Nguesso. Donc vous comprenez, démocrates du monde entier, peuple du monde entier, vous comprenez la manipulation que Denis Sassou Nguesso est en train de jouer en République centrafricaine, la manipulation que Denis Sassou Nguesso est en train de faire au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale pour essayer de continuer à demeurer le seul maître du jeu. Mais ce qui est quand même curieux, hein, c'est que Denis Sassou Nguesso est en train de donner une gifle à la face de la communauté internationale. Et nous constatons qu'aucun leader du monde est incapable d'avoir la vision que nous avons. Et pourtant, nous sommes juste des petits hommes. Hein. Mais ils ont tous les grands services secrets, les grands services de renseignement, les grands services d'information. Ils sont incapables de voir la grande carte, la grande photo de la zone de l'Afrique centrale, la grande vision de Denis Sassou Nguesso. Nous sommes des petits, on va essayer de lire, on va essayer de faire des recherches, on fouille, on essaie de fignonner de la documentation, et nous avions tout de suite là une grande vision, hein, la vision que Denis Sassou Nguesso a la sous-région, pour pouvoir contrôler la sous-région. Mais, ce qui est curieux, c'est que les grands hommes d'État de ce monde sont incapables de voir ce que Sassou Nguesso, la vision que Sassou Nguesso est en train de vouloir faire sur la sous-région. Et c'est là où nous nous posons la question, est-ce que c'est un fait semblant ou encore on essaie de fermer les yeux, laisser Sassou Nguesso continuer à progresser dans ses crimes. Maintenant, sur la crise du pool, Denis Sassou Nguesso a parlé que le gouvernement congolais s'occupe de tous les déplacés. C'est quand même curieux. 2 jours en avant, on a suivi tous hein, l'interview sur la Radio France Internationale des leaders de la société civile des droits de l'homme au niveau du Congo qui ont effectué le voyage sur le village, le district de Kingwe. Hein? Le témoignage, il est très frappant. Hein? Et ça fait pitié quand vous entendez ce témoignage de cet agent humanitaire qui parle que les populations qui sont arrivées à Kingwe ou ceux qui sont à Yamba, à Muyonzi, ou ceux qui sont à Ngwedi, ou ceux qui sont à Lutete, ils sont abandonnés à eux-mêmes. On a par exemple donné le cas du village de Kingwe. Le village en lui-même, il n'a que 400 habitants. Mais il y a plus de 1000 populations qui reviennent du pool. Donc vous voyez que les sinistrés sont plus nombreux même que les habitants. Vous voyez, chers compatriotes, il a parlé de centre de Kingwe, le centre hospitalier de Kingwe, qui est d'ailleurs même avant
cette crise était complètement abandonnée. Et aujourd'hui, le centre, il est toujours abandonné. Et ceci est le cas dans tous les autres centres d'accueil pour des populations du Poul qui sont venus se réfugier dans la région, dans le département de la Bouenza. Alors, ces compatriotes, démocrates du monde entier, nous comprenons ici que le menteur, c'est Sassou Nguesso. Est-ce que Sassou Nguesso va continuer à mentir la communauté internationale alors que tous les médias en parlent? Plusieurs témoignages, la journaliste de la Radio France Internationale qui est partie sur place, a interviewé plusieurs personnes, a reçu, si vous voyez, des témoignages des gens qui vivent dans cette souffrance, et elle a vu de ses propres yeux que les gens ne recevaient pas ce soutien dont proclame Sassou Nguesso ici. Vous voyez, ses compatriotes. Alors, nous comprenons que vous avez en face d'un homme qui se prétend être homme d'État, mais en réalité, il n'est qu'un voyou, un menteur, un manipulateur. Le témoignage de RFI, ça parle des violences systématiques, ça parle des viols systématiques sur des grandes mamans, sur des enfants de 8 ans, des enfants de 7 ans. Non mais ça fait pitié. C'est incroyable, ça me manque même de mots pour pouvoir continuer cette intervention avec vous. Parce que le pays est en train de s'autodétruire et nous avons en face de nous l'homme qui commet tous ces crimes, se bat la poitrine pour dire que le malheur arrivera aux autres qui n'iront pas à ces élections législatives. Il est en train de détruire tout le pays. Les enfants de 8 ans sont violés et personne ne dit rien. Non mais c'est regrettable. Excusez-moi. Jusqu'à quand nous allons continuer à voir ces genres de choses? C'est incroyable. Démocrates du monde entier, excusez-moi pour les émotions, mais la situation du Congo, elle demande vraiment une intervention. Si Sassou Nguesso voulait apporter la paix dans ce pays, voulait parler de la stabilité dans cette zone, pourquoi il ne permettait pas aux Nations Unies d'emmener des enquêtes sur ce qui se passe dans la région du Pôle? Pourquoi il ne permettait pas aux organisations comme Amnesty International d'aller voir de ses propres yeux ce qui se passe dans le département du Pôle? Et aussi aller voir les populations qui sont en train de souffrir dans la région, dans le département de la Bouenza, où les enfants qui sont violés ne reçoivent pas de soins. Vous voyez un peu quelle est la catastrophe psychologique que ça va entraîner dans ces enfants. Non, chers compatriotes, le Congo va très mal. Nous devons prendre nos responsabilités pour arrêter ce qui se passe au Congo. Chers amis, démocrates de mon peuple du Congo-Brazzaville, par rapport au discours de Sassou Nguesso venu de faire et son interview, nous prenons donc notre responsabilité de se lancer sur la conquête du pouvoir. Et ça, nous appelons à tous les Congolais de la diaspora, ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Nous appelons à tous les partenaires économiques du Congo-Brazzaville de nous faire confiance. Nous voulons ici rassurer tous les partenaires économiques que nous avions une différente vision pour essayer d'aider les populations. Et nous travaillons en collaboration avec tous les partenaires économiques au Congo-Brazzaville. Nous allons nous lancer sur la conquête du pouvoir au Congo-Brazzaville. Nous demandons à tous les aînés, ceux qui sont dans l'opposition au Congo, à la société civile, de se rejoindre à nous. Nous demandons à toute la diaspora de s'unir pour libérer le Congo, pour libérer notre pays. Laissons de côté nos égos. Nous, de notre côté, nous avions réfléchi, nous avions pris beaucoup d'initiatives, nous nous sommes éduqués, nous nous sommes instruits, et nous avions décidé de se lancer sur la conquête du pouvoir.
chers compatriotes, tel est notre message. Dans les jours qui viendront, nous mènerons plusieurs opérations pour pouvoir arriver à nos objectifs, qui est la prise du pouvoir au Congo-Brazzaville, et nous allons le faire le plus rapidement que possible. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville, que Dieu bénisse les compatriotes qui sont en train de mourir, que Dieu bénisse toutes les femmes qui sont en train de pleurer au Congo, que Dieu bénisse tous les enfants qui sont en train de pleurer au Congo. Merci et bonne journée. Au revoir.